Bonjour tout le monde. Merci, je dis aux organisateurs d'abord et à leur tête, M. Chéri, de nous avoir donné aussi l'opportunité et l'occasion de nous exprimer bien sur un domaine, c'est vrai, assez récent, qui part de la médecine orthomoléculaire. Nous aussi, on l'a découvert il y a peut-être 4 ou 5 années. Maintenant, on ne peut plus s'en passer parce que c'est pratiquement, on retrouve que toutes les pathologies que l'on rencontre régulièrement dans notre vie quotidienne ont un rapport avec ce qu'on appelle un stress oxydatif. Tout à l'heure, il avait parlé du stress tout court. Le stress oxydatif, il faut retenir le mot stress, n'est pas aussi le stress socio-professionnel auquel on est soumis régulièrement, mais il s'agit bel et bien d'un stress au niveau de la cellule, de l'intimité même de la cellule. C'est une agression cellulaire due à un certain nombre de ce qu'on appelle les radicaux libres, et je vais peut-être en expliquer. Très bien. Donc en introduction, je vais essayer de définir... Bon, avant d'aller dans l'introduction, c'est vrai que je m'adresse au fait maintenant à des confrères, à des collègues pharmaciens. C'est un petit peu différent parce qu'on est des allopathes, on est des médecins, on est des praticiens, on fait de la prescription. Et je trouve que, en tout cas, même nos amis pharmaciens devraient connaître aussi les bases pour comprendre un petit peu. Parce qu'on est dans les antioxydants, dans les compléments alimentaires, on ne donne pas n'importe quoi, on ne donne pas n'importe comment. Il faut savoir comment agir un antioxydant. Et pour savoir comment agir un antioxydant, il faut savoir qu'il y a une raison pour les prescrire, à savoir un stress oxydatif. Donc, ceci est défini comme étant grossièrement une agression chimique oxydante des constituants de notre organisme. L'agression de nos cellules est une des causes essentielles du vieillissement cellulaire et par conséquent l'apparition de nombreuses maladies. Cet état de toxicité permanente est dû à l'oxygène que nous respirons. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'oxygène. On respire de l'oxygène, mais une partie de cet oxygène va devenir néfaste et on va expliquer un petit peu comment. Donc l'oxygène que nous respirons est indispensable, je disais, à la vie, au fonctionnement de notre métabolisme cellulaire, mais il arrive qu'une partie, comme je disais, à peu près 3, 4, 5% de cet oxygène va perdre un petit peu ce métabolisme naturel et va se transformer en espèces oxygénées réactives. On les appelle des EOA, des espèces oxygénées activées, ou bien en anglais, vous allez retrouver ce terme ROS, ça veut dire Reactive Oxygen Spaces. Donc ces espèces réactives oxygénées sont capables d'oxyder des macromolécules telles que les protéines, les lipides, les sucres et aussi l'ADN. La respiration cellulaire, bon, je ne vais pas trop m'étaler, mais c'est juste pour vous dire que c'est une réaction d'oxydoréduction, qu'à l'intérieur de la cellule, et j'allais dire aussi plutôt à l'intérieur de la mitochondrie, parce qu'une cellule, la respiration, comme on avait tendance à le croire, ce n'est pas au niveau des poumons qu'elle se fait, ce n'est pas au niveau du système circulatoire. Le poumon n'est qu'un ventilateur, si vous voulez. C'est une ventilation pour nous ramener de l'oxygène, mais la vraie respiration se passe à l'intérieur de la cellule, et j'allais dire même à l'intérieur de la mitochondrie. On va peut-être dire le lieu exact de ce type de respiration. Et pourquoi cette respiration devrait se faire à ce niveau-là? C'est parce que c'est à ce niveau que l'oxygène est transformé en ATP, la source d'énergie de notre organisme, l'adénosine triphosphate, qui, elle, détermine le fonctionnement de nos cellules. Et c'est la seule forme qui est assimilée et connue par nos cellules. Alors, la respiration cellulaire est divisée, disons, en 3 étapes. Il y a ce qu'on appelle la glycolyse, c'est-à-dire l'utilisation du glucose, qui se fait en anaérobiose, ça c'est important. La première étape n'a pas besoin d'oxygène. On mange du glucose, il y a une transformation, mais elle ne fournit pas suffisamment d'énergie. Il y a le deuxième, le cycle de Krebs, ça nous ramène un petit peu au lycée, on avait déjà étudié ça, le fameux cycle de Krebs, où on l'appelle le cycle de l'acide citrique, qui se fait, lui, à l'intérieur. Déjà, on est dans la mitochondrie, on est dans la matrice mitochondriale, mais la vraie respiration cellulaire, celle qui nous intéresse, se fait au niveau
de la chaîne de transport des électrons qui se trouve sur le mur interne de la paroi qui tapisse les mitochondries. Bon, la glycolyse, j'en avais dit, c'est-à-dire elle va finir par la production du pyruvate qui va intégrer le cycle de Krebs dans la mitochondrie. Et le cycle de Krebs, je ne vais pas m'attarder dessus, je vais directement passer à la chaîne respiratoire. La chaîne respiratoire, elle nous intéresse parce que c'est elle qui va récupérer l'oxygène et par un certain nombre de passages entre différentes, ce qu'on appelle des transporteurs d'électrons, qui sont des multiprotéines. On voit ici, il y en a 4, 1, 2, 3. Il y a l'oxygène qui arrive et c'est grâce à ce qu'on appelle des donneurs de protons, le NADH, le NADH+, qui vont essayer d'intégrer l'oxygène pour au final donner une molécule d'eau qu'on voit ici et de l'ATP. Donc, il utilise ce qu'on appelle l'ubiquinone et la cytochrome C, etc., qui sont des protéines qui participent au transport des électrons dans cette fameuse chaîne. Tout ça pour dire aussi que ce que je disais tout à l'heure, que l'oxygène que nous respirons, une partie va se transformer en espèces réactives. Voilà les espèces réactives, c'est-à-dire le radical superoxyde, le radical hydroxyde et le peroxyde d'hydrogène, le H2O2. L'organisme, c'est des composés instables, radicalaires, qui, eux, vont déterminer un processus pathologique au niveau de la cellule. Et c'est pour ça qu'on va parler tout à l'heure des antioxydants. C'est eux qui vont nous permettre de casser ce travail délétère engendré par ces radicaux libres. Le radical superoxyde, je l'avais cité en premier, il est le plus important, il est le plus naturellement produit par les cellules des êtres vivants. Et en particulier dans les mitochondries, je vais le dire. Ce schéma, il est assez simple pour la compréhension un petit peu de ce qui se passe. Vous voyez ici, par exemple, une cellule humaine normale. Il y en a une autre ici. J'ai pris l'exemple de cette cellule avec l'arrivage du glucose et de l'oxygène. Ces deux vont participer donc à la formation de l'eau et de l'ATP au niveau de la cellule. Mais donc voilà, il va se transformer en énergie, c'est l'ATP, mais une partie de cet oxygène va être rejetée et va être rejeté dans la circulation. Il s'agit ici de l'oxygène radicalaire qu'on appelle le peroxyde d'oxygène. S'il n'y a pas des antioxydants, heureusement qu'on en a, ils sont naturels, je vais en parler, ils vont passer dans la cellule, ils vont attaquer l'ADN cellulaire, donc ils vont entraîner des modifications, des perturbations au niveau de l'ADN, ils vont aussi avoir des dommages au niveau des composants de la cellule et entraîner des maladies. Vous avez entendu parler des maladies maintenant, ce qu'on appelle des maladies mitochondrielles, qui sont dues à des attaques de ces cellules qui sont des radicaux libres. Mais grâce à ces formations ici, qu'on appelle la superoxyde dismutase, grâce à la catalase, grâce à la glutathion peroxydase, enfin d'autres antioxydants naturels qui sont dans notre organisme, on arrive quand même par des étapes intermédiaires, à avoir notre oxygène et notre eau, etc., qui va être recyclé dans le métabolisme de la formation du cycle de Krebs. Voilà. Donc, vous voyez, le stress oxydatif. Maintenant, d'où vient ce stress oxydatif? On est soumis quotidiennement à une agression. Alors, les radicaux libres proviennent des irradiations, des radiations ionisantes, des ultraviolets, des médicaments, des pesticides, les carences nutritionnelles. Quand on est en carence avérée, on a un stress oxydatif, les infections virales et bactériennes, les phénomènes d'ischémie, les intoxications aux métaux lourds, le mercure, le plomb, le cadmium. On traite actuellement certaines intoxications par ce qu'on appelle des chélateurs de métaux lourds qui sont des antioxydants, et aussi certaines anomalies génétiques, etc., peuvent entraîner un stress oxydatif. Et là, tout récemment, on a compris que la chimiothérapie, la radiothérapie qu'on utilise en cancérologie sont aussi pourvoyeurs
de production de radicaux libres. C'est pour ça que il faut apporter des antioxydants quand on est soumis à ce genre de traitement palliatif. Voilà, là, ça résume un peu ce que je venais de dire à l'instant. Les conséquences de ce stress oxydatif, eh bien voilà, ils sont là. C'est-à-dire, il y a une attaque, il y a forcément des dommages. Les premières victimes de cette agression sont donc des lipides, les protéines, les sucres, l'ADN, c'est-à-dire tout ce qui constitue notre organisme. Par exemple, pour les lipides, vous avez entendu parler, bien sûr, de l'athérosclérose. L'athérosclérose, c'est une oxydation, c'est un stress oxydatif, ce qu'on appelle la théorie oxydative de l'athérosclérose. Comment? C'est-à-dire que le LDL, bon, pour les cliniciens, vous savez, quand vous demandez un bilan, vous demandez un bilan total, un bilan lipidique, il y a le cholestérol total, il y a vous demandez à ce qu'on dose le HDL, le LDL et les triglycérides, d'une manière générale. On nous a toujours dit que le LDL, c'est le mauvais cholestérol et que le HDL, c'est le bon. Autant en avoir. Donc, quand on a du mauvais cholestérol, c'est le LDL. Mais ce n'est pas en lui-même, ce n'est pas le taux de LDL au fait qui détermine le stress oxydatif, c'est l'oxydation, c'est-à-dire quand il est soumis à un stress oxydatif, quand il est attaqué par des radicaux libres, qu'il devient délétère pour l'organisme et il va, en produisant des cytotoxines pro-inflammatoires, va former ce qu'on appelle des foam cells, des cellules spumeuses qui, elles, vont être le point de départ de la plaque d'athérome. Et vous savez que si une plaque d'athérome arrive à se rompre, on a le fameux accident vasculaire cérébral. Ça se passe au niveau du cœur, c'est l'ischémie cardiaque, c'est-à-dire l'infarctus. Au niveau du cerveau, c'est l'AVC. Au niveau des membres inférieurs, c'est l'artériopathie oblitérante et ainsi de suite. Donc, vous voyez à peu près l'intérêt de connaître un peu ce stress oxydatif. Les protéines aussi, quand elles sont soumises à une agression, aussi, on a plutôt un endommagement de la fonction protéale et donc la dénaturation importante de la structure protéale et aura pour conséquence un déficit au niveau de la neurotransmission. Vous savez que les protéines, c'est des neurotransmetteurs. C'est donc, ils font partie aussi des défenses immunologiques. Donc, quand on a une attaque des radicaux libres au niveau des protéines, on peut avoir donc des problèmes de neurotransmission et les conséquences cliniques que l'on connaît. L'ADN, alors l'ADN, c'est clair, c'est notre patrimoine génétique. Quand il est touché, c'est le codage carrément qui est mis en jeu. Et donc, c'est la porte ouverte à la cancérologie. Et donc, la cellule n'a plus de structure autonome. Elle agit d'une manière assez anarchique. Et c'est là comme ça qu'on peut expliquer le lit de la carcinogénèse commence par l'oxydation de l'ADN et donc une attaque par les radicaux libres. Alors, est-ce qu'ils sont utiles, ces radicaux libres, parce que nous vivons avec? Oui, ils sont utiles quelque part. Ils sont utiles, mais à très faible quantité. Heureusement que notre corps s'adapte, il utilise ces radicaux libres. C'est comme des bambins comme ça dans un petit quartier qui font un petit peu du bruit de temps en temps, etc. Mais quand on a besoin de les envoyer acheter un paquet de cigarettes, ils sont utiles quelque part. Mais sinon, ils font un peu de bruit. Mais au fait, ils sont utiles parce que parfois, ils peuvent nous rendre service, ils peuvent aider une grand-mère à traverser la route, etc. Donc, vous voyez à peu près, j'ai fait cette analogie un petit peu pour comprendre. Donc, ils participent donc à la croissance, à la différenciation, à la prolifération cellulaire. Ils permettent aussi aux cellules de s'adapter, de résister à certaines infections, c'est-à-dire infections virales, bactériennes, et aussi aident au développement des facteurs de l'immunité, etc. Et bien sûr, ils participent à la mort programmée des cellules par apoptose. On a deux façons de perdre nos cellules. L'apoptose, qui est la mort naturelle, tout à fait naturelle, programmée. C'est une mort sénile, si vous voulez, de la cellule. Et il y a la nécrose, qui est une mort un petit peu agressive de la cellule. Et ça se trouve dans certaines pathologies,
tels que les cancers ou certaines nécroses dues à des déficits, par exemple, en oxygène ou en oligo-éléments. Voilà. Maintenant, on vient à l'antioxydant, parce que l'intérêt de parler du stress oxydatif, c'est aussi de parler des antioxydants. Qu'est-ce que c'est que les antioxydants? On en entend parler partout. C'est devenu un petit peu à la mode, que ce soit dans les médias, en pharmacie, partout on en parle. Ce sont donc des enzymes naturelles, des vitamines du groupe A, des vitamines du groupe C, E, des oligoéléments, des micronutriments, de différentes substances alimentaires qui jouent le rôle d'antidote en régulant le surplus de radicaux libres. Eh ben voilà, heureusement, on a quelque chose pour lutter contre ces radicaux libres qui sont méchants. Les antioxydants, donc, ça peut être une vitamine, comme la vitamine A, C, E, ça peut être des substances d'origine végétale, les flavonoïdes, les caroténoïdes, les lycopènes, enfin toutes les couleurs que vous voyez sur les légumes et les fruits qu'on mange, c'est des antioxydants. Un minéral comme le sélénium, on va en parler un petit peu plus dans le détail parce que c'est très important, il est important. Le zinc, le cuivre, le manganèse, tout ça, notre corps en a besoin pour lutter contre le stress oxydatif. Les origines, on les trouve où? Bon, je disais tout à l'heure qu'il y a deux types d'antioxydants. Il y a des antioxydants naturels qui sont fabriqués par l'organisme. On est né avec, ils défendent, ils sont nés avec nous. Enfin plutôt, ils font partie de notre patrimoine génétique. Et il y a les antioxydants exogènes qui sont apportés, eux, par l'alimentation ou bien par les compléments alimentaires. Les compléments alimentaires, comme certains disent, et on a beau dire des choses sur les compléments, mais ils sont tout à fait nécessaires dans ces circonstances et absolument indispensables. Maintenant, on a défini les radicaux libres, on a défini les antioxydants. On arrive à dire qu'est-ce que c'est que le stress oxydatif. En fait, c'est un équilibre. Il est défini donc comme un équilibre quand les choses vont bien chez quelqu'un de normal, on est en équilibre. On n'est pas stressé. Mais quand on parle de stress oxydatif, il y a un déséquilibre en faveur des radicaux libres et donc des espèces oxygénées activées et des capacités oxydantes de l'organisme, d'une cellule ou d'un groupe de cellules de notre organisme. Donc ce déficit, quand on a cette balance qui voyez ici les espèces oxygénées oxydatives qui font un peu plus de poids que les antioxydants, on est en droit de parler du stress oxydatif. Les systèmes antioxydants qui existent dans l'organisme, nous en avons beaucoup, mais je crois qu'il faut retenir au moins 3, c'est les plus importants. La superoxyde dismutase, la glutathion peroxydase, les catalases, et bien sûr les lipases, les protéases, les endonucléases, enfin tous ces enzymes participent à la défense de notre organisme. Superoxyde dismutase. Je ne vais pas peut-être rentrer trop dans les détails, mais je vais tout simplement dire ce qu'on appelle des métalloprotéines. Là, j'arrive tout doucement à un petit peu intégrer le concept de compléments alimentaires ou d'oligo-éléments. On voit chez nos amis pharmaciens du zinc, du cuivre, du magnésium, du manganèse, sous toutes ces formes, sur toutes ces présentations. On se dit, faut-il les prendre? Comment les prendre? Où les prendre? À quoi ils servent? Eh bien, ils servent justement à ça. Ils rentrent déjà dans la configuration même de la superoxyde dismutase, pour ne citer que celle-là, qui est une enzyme naturelle. Et pour fonctionner, elle a besoin du zinc, elle a besoin du cuivre, elle a besoin du manganèse. Et quand on a un déficit entre ces 3 oligo-éléments, qu'on sait doser d'ailleurs, qu'on sait doser, il y a des laboratoires qui le font, ils le font très bien. Et donc, on est en état de stress oxydatif, on est en état de déplétion, et donc on est en droit d'apporter ce qu'on appelle un complément alimentaire. Donc, ce qu'on appelle, retenons ça, métalloprotéines qui fonctionnent avec le zinc, cuivre, magnésium. Bon, il y en a qui sont à l'intérieur de la cellule, du cytoplasme, d'autres qui sont à l'intérieur de la mitochondrie elle-même.
mais ça, c'est un petit peu dans les détails. La superoxyde dismutase, donc, vous savez, bon, j'ai parlé du cuivre, du zinc, et donc les personnes, par exemple, malades qui ont un rapport cuivre-zinc plus élevé que celles en bonne santé, ça veut dire qu'il y a une déplétion en zinc qu'il faudrait compenser. Il y a certains malades, ils sont malades, ils sont fatigués, ils sont asthéniques, ils sont sous polymédiqués, etc. Ils restent toujours malades, il reste le syndrome de la fatigue chronique. On n'a pas pensé à doser l'oligo-élément. Ils sont en stress oxydatif parce qu'il y a peut-être un manque de zinc qu'il faudrait tout simplement corriger par un apport. Et je le dis, je le répète, on a ces produits à notre portée, mais on ne sait pas les utiliser. Et je crois que cette communication permet un petit peu d'ouvrir des horizons concernant le rapport qu'il y a entre ces antioxydants et la prescription. Une deuxième antioxydant naturel qu'on appelle le glutathion peroxydase. Le glutathion peroxydase aussi, c'est une sélénoenzyme. Sélénoenzyme, déjà, on va retrouver le mot séléno qui veut dire sélénium. Alors, le sélénium, c'est un coenzyme. Il fait partie de cette, du glutathion qui est un antioxydant naturel. Il fait partie comme coenzyme. Et le glutathion qui est un donneur d'hydrogène. Ça fonctionne comme ça. Hein, c'est-à-dire que c'est quoi un antioxydant? C'est un donneur de protons, d'hydrogène, à un radical libre qui, lui, en a besoin. Je disais tout à l'heure, un espèce oxygénée réactive, il a perdu un proton ou un électron, il est en train de se balader pour rechercher. Et là, on lui donne des donneurs. Il est là, il est donneur. Et je citerai tout à l'heure, je vais en parler un peu plus dans le détail, la vitamine C, qui est pratiquement le meilleur donneur de protons. Et d'ailleurs, c'est l'un des meilleurs antioxydants qu'on connaît le moins. Il est le plus médiatisé, mais le moins connu, en fait, malheureusement. Alors, bon, pour le rôle de la glutathion, je ne vais pas peut-être rentrer dans le détail, parce qu'en fait, c'est un cours qui a été destiné, a priori, pour les médecins, les allopathes. Je crois que là, il y a un grand public mélangé. Je ne vais pas peut-être vous ennuyer avec les détails. La catalase, c'est la troisième pour citer, pour sortir un petit peu des antioxydants naturels. La catalase, enfin, pour ceux qui vraiment connaissent, bon, pour les pharmaciens, ils le connaissent, je ne vais pas le redire, H2O2, c'est le dihydroxyde d'hydrogène. C'est un antiseptique. On l'utilise en pharmacie, on l'utilise en médecine, on l'utilise en chirurgie, etc. Eh bien, il se trouve au niveau de notre cellule. C'est-à-dire, c'est un produit de catabolisme des différentes étapes de la transformation de l'oxygène et du glucose. Et on aboutit à la formation d'hydrogène. Et si on n'avait pas cette catalase, l'hydrogène va rester à l'intérieur de notre organisme et il va causer des dégâts. Et c'est peut-être, c'est un autre sujet, mais c'est à partir de cette idée qu'est venue celle de l'utilisation à très forte dose de la vitamine C qui ressemble d'une manière pratiquement identique au glucose. Et le glucose, vous voyez, glucose va nous faire de l'H2O2 parce qu'il y a une molécule de glucose. Les cellules qui possèdent la catalase permettent de décapiter ce dihydroxyde d'hydrogène pour former des molécules d'eau et de l'oxygène. Donc, heureusement, on a cette catalase. Elle est naturelle. Le bon Dieu nous l'a créée. Tant mieux pour nous. Et on doit remercier Dieu de nous l'avoir donnée, d'ailleurs, parce qu'on en a besoin. Les antioxydants exogènes. Là, on arrive à quelque chose de palpable, parce que là, on les a. On connaît la vitamine A, la vitamine C, on connaît l'alpha-tocophérol qui est la vitamine E, on connaît les caroténoïdes, les polyphénols, enfin les minéraux, les oligo-éléments. Je les citais, le cuivre, le zinc, le manganèse, le sélénium. Alors, cette dernière classe d'antioxydants nous intéresse particulièrement. Pourquoi? Parce que nous savons qu'il est possible actuellement de renforcer les défenses de l'organisme en augmentant les apports exogènes de ces différentes molécules. Les vitamines, donc, je disais, il a été prouvé que les antioxydants tels que le bêta-carotène, l'acide ascorbique, l'alpha-tocophérol empêchent l'oxydation causée par les radicaux libres, que ce soit in vitro ou bien in vivo. Et ceci, ça a été démontré. Et ça a même été démontré, même chez nous, ici, à l'université de Tlemcen,
par le professeur Hamida Merzouk, elle a pu prouver effectivement que l'acide ascorbique associé à l'alpha-tocopherol peut même tuer des cellules cancéreuses. Et là, c'est un autre débat, parce qu'on est en travail, justement, c'est un grand travail qui va être pratiquement communiqué dans la conférence qui va se faire au Canada au mois d'avril. C'est un travail algérien, purement algérien, à l'université algérienne, qui va proposer un protocole, ce qu'on appelle le Algerian Protocol to Treat Cancer Pathology. Et c'est vrai que peut-être qu'on va là-bas et on va le faire revenir, parce que le proposer ici, c'est vraiment très difficile. Il faudrait passer par des conférences internationales. Mais on aura des résultats, et ça, j'en suis certain, parce qu'ils sont très probants déjà. Donc, dans l'idéal, ces antioxydants doivent être fournis par des sources naturelles, comme les fruits et les légumes. Mais pour corriger des carences avérées, le recours aux formes galéniques semble indispensable. La vitamine C, on arrive. Je disais, c'est la plus médiatisée, la moins connue. Tout le monde connaît la vitamine C. Mais est-ce qu'on connaît réellement, vraiment les effets inimaginables qu'elle puisse apporter, que ce soit dans toutes les pathologies? Pourquoi? Parce qu'on s'est ainsi intéressé par rapport... Bon, d'abord, c'est un antioxydant, le plus efficace. Il est capable de céder un électron, je disais tout à l'heure, pratiquement tous les radicaux libres. Il possède un pouvoir de régénération très important en présence du NADPH et du glutathion, ce qui lui fournit une capacité de stopper, sinon de progresser des réactions radicalaires en chaîne. Bon, le NADH, le glutathion, c'est des éléments que l'organisme fabrique lui-même. Maintenant, même il existe du NADPH sur le marché qu'on peut utiliser aussi. C'est une source d'énergie insoupçonnable et incroyable. Le glutathion, c'est Raïba, tout simplement. C'est-à-dire tout ce qui se trouve au niveau de... Quand on fait du lait caillé, c'est la couche supérieure qu'on est en train de jeter malheureusement dans l'industrie du lait. Et on gagnerait beaucoup parce qu'il y a un marché mondial du glutathion. Et vraiment, il y a beaucoup de choses à retirer de cet antioxydant naturel. Alors, pour ceux qui ont fait de la biochimie, ils peuvent me dire s'il y a une différence entre les deux molécules. Celle de gauche, c'est le glucose. Celle de droite, c'est la vitamine C. Vous voyez qui se ressemblent? Pratiquement, il y a des radicaux libres, il y a des protons, il y a de l'hydroxyle, il y a de l'hydrogène, de l'oxygène partout, et la structure est pratiquement la même. Eh bien, cette vitamine C, les animaux savent la faire, mais nous, on ne sait pas la faire parce qu'on a plus ce qu'on appelle la gulonolactonoxydase. C'est une enzyme qu'on a perdue, il paraît, depuis 50 millions d'années. On a perdu la capacité de fabriquer de la vitamine C à partir du glucose. C'est important parce que les animaux, ils en ont besoin. La chèvre, quand elle est en bonne santé, elle fabrique 14 grammes de vitamine C. Mais quand elle est malade, elle peut aller jusqu'à 100 grammes. Et c'est elle qui les fabrique. Elle n'a pas besoin d'antioxydants par voie naturelle. Heureusement, le bon Dieu les a mis de manière à ce qu'ils puissent... Mais nous, on est obligé d'avoir notre vitamine C par d'autres... c'est-à-dire par notre alimentation surtout et par les compléments alimentaires. Là, c'est la gulonolactone, c'est-à-dire l'enzyme qui permet de transformer le glucose en vitamine C qu'on n'a pas. On n'est pas les seuls. Il y a les chimpanzés, le cochon d'Inde, les kobés qui n'ont pas cette capacité. Les kobés, c'est des animaux de laboratoire. Et on avait remarqué justement dans le même laboratoire des kobés qui servent à l'expérimentation et qui sont soumis donc à des histoires de stress très importants. Et ils sont en déplétion vitaminique, en vitamine C très important. On a pu déterminer que quand ils sont soumis à des expérimentations, ils sont en manque. Et c'est pour ça qu'il existe sur le marché des compléments alimentaires de vitamine C destinés aux cobayes de laboratoire. C'est des formes liquides et que tous les laboratoires du monde entier ont dans leur laboratoire de la vitamine C liquide pour donner à leurs cobayes quand ils sont en expérimentation pour des essais, etc. Et donc, pour vous dire qu'ils n'ont pas la gulonolactonoxydase, nous aussi, on a besoin. On est soumis à un stress, on a aussi besoin de vitamine C. Alors,
bien sûr, il y a heureusement l'apport des légumes, des fruits, et vous avez ici à peu près tous les fruits que l'on consomme tous les jours, le poivron, le persil, et vous voyez à peu près la dose de vitamine C que l'on retrouve un petit peu dans ces légumes, le fenouil, le cresson, hein, le cardon, le chou, le poivron vert, sont très riches en consommé. Il faut en consommer régulièrement beaucoup sinon, et surtout apprendre aux enfants à manger des assiettes très colorées parce qu'à chaque couleur correspond un antioxydant. Alors pour les besoins, les AJR, vous retrouverez partout 60-80 mg comme apport journalier régulier recommandé jusqu'à 1 gramme. Mais vous voyez, il y a quelque chose. Là c'est... Je l'ai pris dans des mentions légales, hein, des gens qui sont contre la vitamine C, mais qui disent que 1 gramme de vitamine C est une bonne dose pour un sportif. Et en cas de maladie, 10 à 20 grammes. Vous voyez, déjà, il en sort un petit peu des AGR et des apports recommandés par l'OMS ou la American Food Foundation, etc. Et là, regardez, ça c'est très récent, les recommandations officielles précisent qu'il est indispensable de consommer au moins 5 fruits et légumes par jour, ce qui correspond en moyenne à un apport quotidien de 200 mg de vitamine C. Alors on est passé de 60 à 80 à 200 mg déjà. Et ils le disent sans savoir qu'il faut donner aussi de la vitamine C. Alors peut-on parler de surdosage de la vitamine C? La réponse est non. Non, on peut prendre la vitamine C à des doses inimaginables. Bien sûr, il y a la forme, il y a la voie d'absorption qui est différente. La voie orale étant limitée, mais la voie intraveineuse, on est allé à 100 grammes sans problème. 100 grammes. Il y a même une étude qui est passée à 1 kg de vitamine C en intraveineux. Et ça a été démontré sans effet secondaire. Et c'est des études qui ont été faites aux États-Unis et au Japon. Donc la vitamine C, synthétique ou naturelle, là aussi c'est la question qu'on se pose souvent. On voit sur le marché, synthétique, naturelle. En fait, toutes les vitamines C sont sous la forme L-ascorbique. C'est des vitamines synthétiques. On a tendance à dire que la vitamine L-ascorbique, c'est la vitamine lévogir, c'est faux. C'est la vitamine dextrogir, c'est la vitamine naturelle. Notre mère nature donne de la vitamine C. Ce que l'on retrouve dans le jus de citron, le jus d'orange, ou là, c'est de la vitamine C, c'est la L-ascorbique, mais ce n'est pas la lévogir. Le L, c'est tout simplement un petit peu pour expliquer la position radicalaire au niveau de la molécule. Et donc, on va rester, disons que retenez que lorsque vous retrouvez sur le marché, que vous lisez sur un complément alimentaire acide L-ascorbique, là vous êtes pratiquement dans la bonne molécule. Les formes, l'acide ascorbique pur, elle est obtenue par transformation du sucre. Là, on l'a vu tout à l'heure, le sucre, chez les animaux, la guanylolactone, en laboratoire, plutôt en industrie, c'est l'utilisation des enzymes bactériennes. Dans l'industrie pharmaceutique, on utilise ce genre de procédé pour faire de la vitamine L-ascorbique à partir du sucre, à partir du maltose, à partir de certaines formes de sucre. La vitamine C naturelle est aussi de la L-ascorbique. Hein, pour ne pas faire confusion, on vous dira non, elle est naturelle. Non, c'est de la L-ascorbique, c'est la vitamine C dextrogir. La différence, c'est qu'elle est trop chère. Elle est beaucoup plus chère. L'acérola, je l'aime bien, mais elle est un petit peu trop chère. Et on ne peut pas la retrouver à plus de 25% parce que ça revient excessivement cher pour la mettre sur le marché. Donc, vous voyez, autant prendre de la vitamine L ascorbique normale, il n'y a aucun problème. Il y a d'autres formes, la vitamine C en poudre, C-Salts, la vitamine C liposphérique et la vitamine C intraveineuse. Alors, la C-Salt, pour nos amis pharmaciens, il faudrait la ramener. Il faudrait qu'on trouve les étalages
parce que la vitamine C, la roscorbine à 500 mg, ça ne peut pas faire beaucoup de choses. C'est juste pour juguler un petit rhume. Maintenant, on veut aller plus loin. On veut traiter des pathologies. On veut vraiment dans des affections sévères. On a guéri des pathologies vraiment insoupçonnables avec de très fortes doses. Là, déjà, on est dans les 15 grammes. On peut déjà avoir 15 grammes. C'est une poudre de vitamine C à base de L-ascorbique qu'on peut retrouver. Et je crois que même la pharmacie centrale en a. Il y a des gens qui l'ont commandé et ils en ont. Elle existe. Je crois qu'il faudrait peut-être leur demander. Je ne sais pas comment ils l'ont ramené, mais elle existe. Il paraît à Darbeda, la C-Salt. Donc, une cuillère à café contient 5 grammes de vitamine C qu'on dilue dans un verre d'eau et qu'on peut prendre 3 fois par jour. On a déjà 15 grammes. On a 15 grammes, c'est très intéressant parce qu'on est dans ce qu'on appelle le protocole de Riordan. Le protocole de Riordan, c'est une clinique aux États-Unis qui fait de la médecine complémentaire et qui utilise énormément la vitamine C par voie intraveineuse. Mais déjà, on est à 15 grammes, on est dans les affections courantes, on est très intéressant à cette dose-là. Il y a la vitamine C intraveineuse injectable. Alors la 7,5% aussi, c'est une vitamine très intéressante qui est produite par les laboratoires Pasco d'Autriche. Ça, on la connaît, on est déjà en train de travailler avec, on travaille avec sur certains cas, et ça marche à merveille. Il y a aussi la vitamine liposphérique. Ça, c'est une technologie d'encapsulation liposomale. C'est de la L-ascorbique qui est contenue dans des liposomes, qui sont sous des sachets et qu'on peut consommer d'une manière régulière. Et un sachet peut, c'est-à-dire l'équivalent de 10 grammes, par jour, on peut aller jusqu'à 20 grammes sans avoir aucun effet secondaire ni réaction. Il y a beaucoup de malades qui l'ont ramené. Malheureusement, il n'est pas disponible. On la ramène des États-Unis. Le concepteur est venu ici en Algérie, on l'a vu, on a testé avec lui, ça marche. Le professeur Bernard-Edouard Lévy, c'est un cardiologue, et il travaille beaucoup avec, et maintenant ça commence un petit peu à tourner. Et il y a aussi l'acide ascorbique, et ça c'est le must. On le verra, Inch'Allah. On fera beaucoup de choses avec les pharmaciens pour qu'un jour on trouvera ce genre de vitamine C à 25 grammes. C'est des flacons de 25 grammes qu'on utilise par voie intraveineuse. On les utilise en chimiothérapie comme adjuvant. Avant et après une cure de chimiothérapie, vous n'avez qu'à aller voir un peu dans les centres de chimio ou d'hémodialyse, et surtout en cancérologie, les malades, quand ils sortent d'une cure de chimio ou bien quand ils y vont, c'est vraiment lamentable. La chimio a ses indications, on n'est pas contre du tout, mais vraiment avec une perfusion de 30 voire 50 grammes de vitamine C intraveineuse 24 heures avant une cure de chimiothérapie et 24 heures après une cure de chimiothérapie, je ne vous fais pas un tableau. Les malades pourront en témoigner, les gens qui l'ont essayé, vraiment, ils supportent très très bien la chimiothérapie. Et on n'est pas du tout, et je crois qu'on veut l'intégrer dans les protocoles, ça reste difficile, on comprend un petit peu pourquoi. Le sélénium, très rapidement aussi, je disais tout à l'heure, la sélénium-méthionine, plutôt la superoxydismutase, la glutathion peroxydase. Donc la glutathion peroxydase, je disais que le sélénium est un pro-oxydant et qui est nécessaire pour l'action de cette enzyme naturelle à l'intérieur de notre organisme. Donc on peut supplémenter en cas de déficit dans certaines situations. Le sélénium, donc, c'est un antioxydant qu'on a utilisé pour booster le système immunitaire. On l'utilise aussi dans le cancer, notamment ceux du poumon et de la prostate. Ça a été prouvé il n'y a pas une semaine. On a fait un congrès à Casablanca et un professeur en urologie a justement parlé de l'apport du sélénium dans le cancer de la prostate
et il en a dit beaucoup de bien. Et d'ailleurs, on est rentré en contact. Il s'est dit, mais c'est merveilleux que les gens commencent à s'intéresser à cet oligo-élément, mais il donne des résultats de l'ordre de 50% de stabilisation quand il s'agit d'un cancer de la prostate. Dans la fertilité, là, on le connaît, la fertilité masculine. On l'utilise aussi dans certaines formes d'arthrose pour un petit peu lutter contre le remaniement cartilagineux, etc. Et bien sûr, contribuer à lutter contre la formation de la plaque d'athérome dans les AVC aussi, pour le sélénium. Bon, on le retrouve un petit peu dans les fruits et légumes, heureusement, et dans les céréales complètes de préférence, telles que l'orge, le blé dur, les abats, les viandes, etc. Alors, le sélénium, chez nous, il nous provient surtout du blé. Le blé que nous importons, il nous vient des États-Unis d'Amérique. Tant mieux, au moins, on importe du bon blé, parce qu'il est très, très riche en sélénium. Alors, les Européens, on importe. Les pays qui sont les pays du Nord, les pays en Norvège, en Suède, etc., c'est des pays qui ne contiennent pas, dont les sols ne contiennent pas suffisamment de sélénium. Et donc, je pense que déjà notre balance sélénique est assez intéressante parce que quand même, on est de grands consommateurs de blé, de pain, et donc forcément, on a quand même du sélénium. Mais en cas de maladie, ce n'est pas un bout de pain qui va un petit peu nous relever, mais je crois qu'on aura besoin du sélénium par voie de complément alimentaire. Les carences, je ne vais pas rentrer dans les détails, les médecins peuvent c'est-à-dire relever ce genre de carences et la prescription de ce sélénium. Pour dire tout simplement que le sélénium existe ici en Algérie, heureusement, il existe sous la forme ou le nom de sélénométhionine à 200 microgrammes. C'est la dose qu'on doit utiliser régulièrement et quotidiennement. Ça fait 2 ans qu'il est sur le marché et vraiment, les gens qui l'ont adopté n'arrivent plus à satisfaire les besoins. On est en train de faire de la formation médicale continue pour les gens qui font de la médecine orthomoléculaire pour qu'il y ait ce réflexe de prescription, parce que quand on ne connaît pas une chose, on ne connaît pas un peu son intérêt. Mais ça, c'est le travail de la Société algérienne de nutrition et de médecine orthomoléculaire, pour ceux qui veulent s'intéresser. Bon, pourquoi s'intéresser au stress oxydatif? On a dit préalablement pourquoi. Maintenant, très brièvement, pour terminer, la question qui se pose, est-il possible d'évaluer en routine le stress oxydatif d'un individu? La réponse est oui. On peut évaluer le statut antioxydant d'une personne ou d'un groupe de personnes. Il y a plusieurs méthodes. Il y a le diagnostic précis, il y a le bilan sanguin, il y a des méthodes invasives, il y a d'autres méthodes qu'on appelle le Power Skin Technology, on va en parler très brièvement. Il y a ce qu'on appelle les échelles chiffrées du score, qui nous permettent de déterminer le déficit en antioxydants, permet de déterminer la production excessive de radicaux libres et aussi de doser des marqueurs prédictifs du stress oxydatif. Il y a des marqueurs, c'est-à-dire des produits de catabolisme, de dégradation de certains produits qui nous renseignent un petit peu sur l'état oxydatif de la personne. Donc, je disais, en dosant par exemple le radical ascorbyl, qui est le produit de dégradation de l'acide L-ascorbique dans les urines, ça ne reste pas longtemps, c'est 24 à 48 heures. C'est pour ça qu'il n'est pas toxique, parce qu'il ne reste pas dans les reins. La vitamine C est éliminée au fur et à mesure. Et on a besoin d'en consommer régulièrement. Donc on dose le radical ascorbyl et on peut avoir une idée sur les potentialités de l'organisme. Il y a aussi des dosages plasmatiques et spectrométriques. Là, c'est un tableau qui permet un petit peu de dire quand il y a un déficit de ces fameuses enzymes naturelles, on doit doser le sélénium. On doit le doser et lorsqu'il est bas, mesure, donc lorsque ces vitamines, on procède à une supplémentation adaptée en fonction bien sûr
des données de l'examen biochimique et biologique. Et bien sûr, les capacités antioxydantes totales, après la mise en œuvre du traitement, on doit recontrôler les personnes pour déterminer Voilà, ça c'est pour vous montrer un petit peu comment on fait. C'est une échelle colorimétrique en fonction des résultats. On est, que ce soit dans cette couleur ou là, plus on se rapproche, plus on est dans le stress oxydatif et plus on a des radicaux libres et plus on doit supplémenter. Voilà, l'oxyscale c'est à peu près la même chose. Il y a des zones couleur verte, orange et rouge. Quand on est dans la couleur verte, il n'y a pratiquement aucun stress oxydatif et plus on se déplace vers la zone rouge, plus on est en état de stress oxydatif. Par exemple, si on avait la flèche ici, on est au stress oxydatif et on doit doser les oligoéléments. On doit doser notre zinc, notre cuivre, notre magnésium, notre manganèse, le rapport cuivre-zinc et tout ça pour pouvoir supplémenter. Il n'y a pas que les médicaments, on en a besoin, mais il n'y a pas que ça. Il faut laisser place, il faut ouvrir une porte aux compléments alimentaires. Voilà ce qu'un bilan OxyScreen, c'est un bilan qu'on peut le faire. Bon, c'est vrai que chez nous, je ne sais pas si il y a des laboratoires qui commencent déjà à travailler sur ce projet pour nous déterminer un petit peu la balance oxydative d'un individu. Et c'est très passionnant. On l'a fait déjà et ça marche. Il y a des gens à qui on a pu supplémenter grâce à ce genre de tableau et les résultats sont impressionnants. Bon, ça c'est peut-être pas un point. Power Skin Technology. Un dernier mot, encore 3 petites minutes. C'est une technologie nouvelle qui est non invasive, basée sur des dosages électrochimiques afin d'évaluer le statut de stress oxydatif, c'est-à-dire la balance entre les oxydants et les antioxydants. L'appareil a été mis au point par l'Institut européen des antioxydants. Suivez-moi jusqu'à la fin. L'appareil est d'ores et déjà au point et offre des mesures précises et faciles à effectuer. L'appareil a été présenté en exclusivité et pour la première fois ici en Algérie pour la SANMO. La dernière fois, je ne l'ai pas dite, je ne l'ai pas écrite, mais je vais vous le dire. Cet appareil a été conçu par un Algérien de Béjaïa, donc qui a intégré, il est pratiquement docteur en nutrition et il est à la tête du laboratoire et président de l'Institut européen des antioxydants. Et c'est lui qui a ramené l'appareil chez nous et on a pu le constater après avoir eu l'agrément en France et aussi l'expérimentation en Russie. On a eu l'exclusivité d'avoir testé cet appareil et la première qui l'a fait, c'était une journaliste de Decca News. Elle était donc négative, mais il y avait d'autres cas qui étaient quand même positifs. Mais sinon, cet appareil est très bien mis au point et on pourra l'avoir. Voilà le Power Skin. Donc, c'est un appareil donc, qui est récent, qui permet d'apprécier le pouvoir antioxydant global et par conséquent la capacité de défense d'un individu contre le stress oxydatif. Voilà. Conclusion. Malgré la complexité du complexe du stress oxydatif, cela reste une piste très sérieuse et l'évidence est de règle. La mise en évidence de carences avérées ou relatives, voire de déséquilibre du statut antioxydant expose, je l'ai mis en gras, le sujet a un risque plus ou moins élevé de développer des maladies dégénératives. On en a compté au moins 200 maladies qui sont dues au seul déficit en antioxydants qu'il faut supplémenter tout simplement. Donc ces anomalies doivent être conduites à des mesures efficaces, nutritionnelles, voire de supplémentation adaptée afin de rétablir un statut antioxydant le plus proche de la normale, tout en agissant, lorsque cela est possible, sur les causes identifiables du stress oxydatif. Voilà, je vous remercie et voilà, je vous remercie pour votre attention. Je pense ne pas avoir été trop long. C'est très difficile pour moi en tant que praticien allopathe d'expliquer à un public un petit peu varié, mais j'ai vu qu'il y avait de l'attention et ça je vous en remercie parce que c'est un sujet nouveau, c'est un sujet d'actualité, il faut peut-être le développer. Et les compléments alimentaires, ce n'est pas des pipichas, au contraire, il faut savoir tout simplement à quoi ils servent.
Merci. Et encore merci pour M. Chéri de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur ce sujet. Et que ça. D'abord, vous avez parlé du sélénium et en apparence, chez nous, il est indiqué dans le vieillissement cutané. Et on voit bien qu'il est là, on parle bien de vieillissement cellulaire prématuré. Donc, quelle serait la juste indication? Cellulaire prématuré ou vieillissement cutané comme indiqué chez nous en Algérie? C'est ce qui semble ressortir des exposés des... C'est vrai que c'est une question qui revient assez souvent. En parlant de vieillissement, les nutritionnistes, enfin les gens qui font aussi dans le complément alimentaire, parlent de lutte contre ce qu'on appelle anti-aging product. Voilà, ce qu'ils appellent un anti-aging product. C'est un produit anti-âge. Et d'ailleurs, j'ai dû intervenir une fois, me dit, chez nous, c'est quelque chose, c'est un concept que j'aime pas. Hein. On ne peut pas d'anti-âge, on dit de good aging, c'est-à-dire vieillir normalement. C'est vrai que le sélénium, effectivement, il fait partie de ce qu'on appelle tout à l'heure la glutathion peroxydase. C'est un pro-oxydant, c'est-à-dire c'est un coenzyme qui est nécessaire pour développer, et je ne suis pas rentré dans les détails, mais il aide à développer, à améliorer la production de collagène, qui, lui, est un processus de régénération de la cellule. Mais c'est vrai que on ne peut pas bloquer le développement ou l'âge, la progression de l'âge, mais on peut utiliser, en utilisant du sélénium, on peut vraiment booster les capacités antioxydantes naturelles et vieillir très très bien. Ben oui, bien sûr, à juste titre, oui, on peut l'utiliser et on peut le retrouver aussi dans des crèmes. Et je crois que, bon, j'en ai pas parlé, mais dans le Pouch Skin Technology, c'est un appareil aussi qui permet, c'est un appareil d'ailleurs qui permet aussi de déterminer un certain nombre c'est-à-dire d'éléments qui sont contenus même dans des crèmes en cosmétologie associées. Oui, j'ai cité 2 exemples d'antioxydants, mais c'est un monde, hein, moi c'est ma passion, je peux en parler. Mais seulement, c'est vrai que quand on est le coenzyme Q10 aussi est un élément fondamental dans la restructuration cellulaire et c'est-à-dire le développement de l'épiderme, etc. Donc c'est une très bonne question. C'est vrai que au fait, le sélénium, on le retrouve partout et on en a besoin dans toutes les pathologies. Il n'est pas uniquement au niveau de la peau et comme il a si bien dit, effectivement, au niveau de la peau. Donc, et plus tard, on aura l'occasion, effectivement, de doser et de savoir si une crème ou une lotion est antioxydant, qu'il contient suffisamment ou non de sélénium. Rebonjour. Merci. J'aimerais savoir, comme je suis pharmacienne, j'aimerais savoir pour le conseil, pour les malades des cancéreux, est-ce qu'on peut conseiller une dose par voie orale, comme on ne peut pas avoir la dose par voie intraveineuse? Est-ce qu'on peut conseiller un malade cancéreux avec la dose par voie orale? Et à quelle dose? Merci. Oui. Bon, je disais tout à l'heure que les formes qu'on a, les formes galéniques qui se trouvent actuellement dans nos officines, la vitamine C, UPSA-C, pour ne pas citer les noms, etc., sont dosés à 500 voire 1 gramme. Et je crois que si on s'est limité un petit peu à cette posologie limitant à 80 mg, c'est qu'on ne voulait pas se casser trop la tête. Parce que quand on prend 3 à 4 grammes, on commence à avoir des problèmes. On peut avoir des nausées, des diarrhées, etc., des douleurs abdominales. Mais ce n'est pas cette forme. Mais seulement, ce n'est pas pour autant qu'on va abandonner la vitamine C. C'est pour ça qu'il y a eu d'autres alternatives, d'autres chercheurs qui ont un petit peu essayé de trouver une autre voie. Il y a celle de la C-Salt. Je suis d'accord avec vous. La ramener de la vitamine C en poudre et coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Et ça revient moins cher. Et pouvez effectivement conseiller à vos malades. Bien sûr, il y a certaines restrictions. Ceux qui ont une maladie enzymatique, il y a certains malades qui posent problème d'intolérance. Mais au fait, quand on a à la portée de ce genre de vitamine C, la sea salt ou bien la vitamine C intraveineuse à 7,5 qui est produite en Autriche, ou bien la liposphérique qui un jour pourra être sur l'étalage là, on peut donner, il n'y a aucun problème, ni de tolérance,
ni de surdosage. Je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pratiquement aucun surdosage de la vitamine C. Et on s'est confronté à des gens, des détracteurs qui pouvaient prouver le contraire. On n'a pas pu. Hein. C'est un antioxydant naturel qui est éliminé automatiquement. Il n'y a pas de stockage. Mais vous pouvez, en pharmacie, pour peu que vous l'ayez, donc ramener de la sea salt par exemple, et vous pouvez le donner au cancéreux. Oui, tout à fait.